Cette vidéo est sponsorisée par Seili. Voilà l'été, voilà, c'est l'été qui arrive. C'est bientôt les vacances. Pour ceux qui partent en vacances. Pour les autres, loser. Et il y en a sans doute parmi vous qui vont partir en vacances à l'étranger. Pour aller jouer les touristes en claquettes chaussettes. Mais voilà, à l'étranger, si vous faites pas gaffe, votre téléphone, c'est une explosion de votre forfait qui vous attend. Non seulement déjà, pour téléphoner, pour ceux qui utiliseraient encore leur téléphone pour téléphoner. Non mais lol. Loser. Mais également et surtout pour les données à l'étranger. Les réseaux sociaux, messagerie, GPS, tout ça. Et Seili est une application eSIM conçue par les créateurs de NordVPN justement pour vous éviter cette migraine-là. Avec des forfaits abordables dans plus de 190 pays et 8 régions du monde, Seili vous permet d'anticiper et de savoir précisément ce que votre téléphone va vous coûter. Vous téléchargez l'application en suivant le lien qui est dans la description, en scannant le QR code qui s'affiche ici, là. Vous choisissez un forfait qui correspond au voyage que vous comptez faire, et vous installez votre carte eSIM, qui s'activera automatiquement quand vous arriverez à destination. Et hop, forfait contrôlé. Et si pendant votre séjour vous utilisez plus de données que ce que vous aviez prévu, aucun problème. Seili vous prévient quand vous en êtes à 80% de données, et là, selon le cas, vous pouvez, en quelques clics, rechargez votre forfait simplement sur votre application. Bien sûr, c'est une application qui est compatible Android et iPhone, et avec une assistance 24/24, 7 jours sur 7. Et vu que c'est une application qui nous vient des créateurs de NordVPN, vous pouvez également modifier votre emplacement virtuel, bloquer les publicités, et là pardon, mais à l'étranger, bloquer les publicités, ça veut dire limiter les données que vous utilisez. Donc c'est plutôt une bonne idée en vrai là. Et bien sûr, protection web contre les sites chelous, toi-même tu sais. Donc, vous suivez le lien qui est dans la description, vous scannez le QR code qui est toujours affiché ici. Une fois l'application installée, lorsque vous aurez choisi votre forfait, utilisez le code YPENSER pour bénéficier de 15% de remise sur votre eSIM. Et franchement, même si vous en avez pas besoin tout de suite, installez l'application. C'est gratuit, je veux dire comme ça, l'application elle est là le jour où vous en avez besoin. Merci à Seili de me faire confiance, et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Salut les gens, il y a maintenant quelques semaines, au moment où vous verrez cette vidéo, ça fera quelques semaines, j'ai dit que ce serait pas mal de faire une vidéo sur l'endométriose. Je ferai bien une vidéo sur l'endométriose, un de ces quatre. Et puisque la maison YPENSER c'est une maison sérieuse, aujourd'hui, voilà, on parle d'endométriose. Sans vous faire poireauter des plombes, des semaines, des mois, des années, je ne sais quoi, parce que c'est pas tellement l'ambiance ici. Ouais, quoi? Pas l'ambiance, pardon, mais ouais, je suis désolé. J'en ai parlé il y a quelques semaines, et boum, la vidéo, elle sort juste... Alors, pardon, mais non. Pardon, mais si. Ah, tu veux jouer à ça? Ok, est-ce que tu te rappelles avoir fait une vidéo sur la migraine il y a à peu près 6 ans? Ouais. C'était une vidéo importante, parce que, tu vois, comme pour l'endométriose d'ailleurs, il s'agit d'un sujet dont on a largement tendance à sous-estimer l'importance. Pour le grand public, avoir une migraine, ça veut dire avoir mal à la tête, ça va, c'est ok, ça arrive à tout le monde, c'est bon, quoi. Sauf qu'une migraine, médicalement parlant, c'est turbo sérieux, et ça peut être très handicapant. Oui, c'est bon, je t'ai dit, je m'en souviens, voilà, le lien est dans la description, mais je vois pas tout à fait le rapport avec... Le rapport, c'est qu'à 12 minutes 18, tu disais la chose suivante. Un sujet un peu similaire de ce point de vue-là, c'est les femmes qui font de l'endométriose. Un autre sujet dont on parle pas d'ailleurs, là. J'imagine que c'est hyper compliqué pour une femme d'appeler son boss dans sa boîte et dire, voilà, patron, cette semaine, je viens pas bosser, j'ai mes règles. Voilà. Donc, désolé, mais le sujet de l'endométriose, ça fait 6 ans qu'il est sur le tapis sur la chaîne. Alors, techniquement, j'avais pas dit que j'en ferais une vidéo. C'est vrai. Mais c'est quand même pas une raison pour se la raconter, genre on fait pas poireauter les gens ou je sais pas quoi. Je me la raconte que dalle, je suis désolé, mais factuellement, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui les gens, et parce que manifestement il suffit de me regarder pour comprendre que je suis la personne la mieux placée sur YouTube pour parler d'utérus, on parle d'endométriose, d'adénomiose, et de pourquoi on a envie de s'ouvrir le bide avec les dents, pourvu juste que ça fasse moins mal. Et n'empêche, faut être vachement souple pour ça. L'endométriose est une pathologie qui touche les femmes. L'endométriose est une pathologie qui touche les personnes assignées femmes à la naissance, puisqu'elle touche à l'endomètre, qui est la paroi interne de l'utérus. Et les hommes. La paroi interne de l'utérus des hommes? Non. Mais ça peut aussi toucher les hommes. Alors, effectivement, c'est super rare, mais ça peut arriver. Il y a une vingtaine de cas documentés d'hommes avec de l'endométriose. Alors, on sait pas les raisons exactes, mais ça pourrait venir de résidus endométriaux qui datent de la vie embryonnaire. Ça pourrait également venir de certains traitements hormonaux, par exemple pour combattre un cancer, ce genre de choses. Toujours est-il que, oui, ça existe. C'est rare.
mais ça existe. Mais ça concerne tellement peu d'hommes dans l'histoire de l'humanité que faudra pas m'en vouloir si, spontanément, je dirais femme plutôt que personne assigné femme à la naissance, blabla, voilà. Pas d'offense. Juste, vous avez dans un coin de votre tête que ça existe aussi. La définition médicale dit que l'endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire œstrogéno-dépendante et chronique, définie par la présence en dehors de l'utérus de fragments de muqueuse utérine. C'est une pathologie qui touche une femme sur 10 et je vous le dis immédiatement et sans prendre de risque, ce chiffre est sous-estimé. Déjà, parce que ça fait pas longtemps qu'on en entend parler, et que du coup, ça fait sans doute un paquet de femmes qui ne vont pas encore consulter. Ensuite, et c'est clairement lié, c'est parce que les recherches sur le sujet sont quand même relativement récentes. Voilà donc, si dans les prochaines années, le nombre de femmes touchées augmente, ça veut pas dire que d'un coup la situation s'aggrave ou qu'il y a une épidémie ou je ne sais quoi. Ça voudra simplement dire, à minima, qu'on dépiste mieux. Ah mais ça, j'ai toujours dit, de toute façon, c'est clair, je veux dire, les femmes, ça fait que chouiner. Voilà, c'est pour un oui, pour un non. Donc si on commence à les écouter, ouais, il va y en avoir de plus en plus. Ça c'est pas nouveau, j'ai envie de dire. Voilà. C'est-à-dire, moi, par exemple, je me suis coupé, là, avec une feuille de papier. Ça pique sa grand-mère. J'en fais pas une histoire. On va décortiquer le truc, mais d'abord, petit rappel sur vos cours de SVT au collège, sur le fonctionnement du cycle menstruel et de... Comment? Vous n'avez pas étudié ça au collège? Ah ouais, peut-être. Les menstruations, ou les règles, comme dans le langage courant, c'est un phénomène qui prépare l'utérus à une éventuelle grossesse. Vous savez comment ça marche, Chaque mois, un ovule est pondu par un des ovaires, voilà, et si cet ovule n'est pas fécondé dans les jours qui suivent, il est évacué, voilà, ce sont les règles, et puis ça reprend le mois d'après. Pas vrai? Non, pas vrai. C'est pas du tout ça qui se passe. Sans déconner, soyez un peu attentifs parce que vous n'êtes pas à l'abri d'apprendre 2 ou 3 trucs, les femmes. Les hommes, c'est absolument certain que vous allez apprendre des trucs. Je vous le dis. Histoire que ce soit bien clair pour absolument tout le monde. On va comparer ça à l'organisation mensuelle d'une fête de village. Un cycle, ça commence par une période de saignement de 5 jours en moyenne. Alors chez certaines, c'est 1 jour seulement, chez d'autres, c'est 1 semaine complète, voire un peu plus, mais en moyenne, 4-5 jours de saignement. Et on va attendre d'être arrivé à la fin du cycle pour expliquer ce que sont ces saignements. Et pour notre analogie avec la fête de village, ça veut dire, en fait, ça correspond au moment où vous allez nettoyer la salle des fêtes. Alors, non seulement vous ramassez ce qui reste de bouffe, vous enlevez les chaises, les tables, etc., la sono, vous débranchez tout, mais en plus, c'est-à-dire que vous passez la serpillière par terre, vous nettoyez les carreaux, enfin, tout est nickel. Pendant les 6 à 10 jours qui suivent, la cavité utérine va fabriquer de l'endomètre. Et l'endomètre, donc, c'est la couche de tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus. La paroi intérieure de l'utérus, voilà, c'est de l'endomètre. D'ailleurs, étymologiquement, ça vient de endo, qui veut dire à l'intérieur, et de métrion, qui veut dire matrice, à l'intérieur de la matrice. Petite curiosité linguistique, vous allez voir, il y a également à l'extérieur de l'utérus un machin qui s'appelle le périmètre. Et ça vient de péri, qui veut dire autour, et de métrion, qui veut dire la matrice. Autour de la matrice. Et la curiosité linguistique vient du fait que le mot périmètre en géométrie, qui s'écrit pareil, n'a pas du tout la même origine. Ça vient aussi de péri qui veut dire autour, mais là ça vient pas de métrion qui veut dire matrice, ça vient de métron qui veut dire mesure. Mesure du tour, périmètre. Voilà. Donc pendant 6 à 10 jours, l'utérus fabrique de l'endomètre. Et cet endomètre est très vascularisé. Il est traversé par plein de petits vaisseaux sanguins. Et ça, vous l'imaginez bien, ça va être très important pour la suite. L'endomètre, donc très vascularisé, mais également se gorge de nutriments. Oui, parce que le but, c'est d'être prêt à accueillir un ovule fécondé. D'où les nutriments. Dans notre analogie, on a mis les tables, on a mis la bouffe sur les tables, on a les cahuètes, le watibule, les chapeaux rigolos, on a tout ce qui va bien, on est prêt à recevoir les invités. L'ovule est alors produit par un ovaire, ovule qui compte bien croiser le chemin d'un spermatozoïde pour faire sa vie avec. Littéralement. Et il n'y a pas trop intérêt à ce qu'il soit en retard, parce que après 24 heures max, si l'ovule n'a pas été fécondé, il meurt. Oui. Personne n'est venu à la fête du village, et donc le DJ est mort. C'est quand même un peu hardcore, les fêtes dans ton patelin, là. C'est malheureusement la limite des analogies, j'ai envie de dire. Fin de cycle, comme la fécondation n'a pas eu lieu, on nettoie tout, et on se prépare pour le prochain cycle. Et là, justement, on va pouvoir maintenant précisément dire ce qui se passe à ce moment-là, les fameux 5 jours de saignement. Qu'est-ce que c'est? L'endomètre qui a été créé dans le cas éventuel d'une fécondation, puisqu'il n'y a pas eu de fécondation, il s'assèche, et il se détache, et il part en morceaux. Mais comme on l'a dit, il est hyper vascularisé, et ça veut dire
beaucoup de ruptures de petits vaisseaux sanguins. Et donc, beaucoup de saignements. Voilà, donc les règles, c'est pas évacuer un ovule avec un peu de sang. Les règles, c'est évacuer du tissu qui recouvrait l'intérieur de l'utérus. Tissu qui part en fragments, donc. Avec les saignements qui permettent cette évacuation. Alors oui, au milieu, quelque part, il y a peut-être un ovule. Voilà. Mais en termes de taille, c'est rien. Un ovule, j'ai envie de dire que c'est une demi-cellule. Alors non, c'est pas... C'est la taille d'une cellule avec la moitié du matériel d'une cellule dedans, mais c'est rien du tout. C'est même pas un grain. D'ailleurs, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, les femmes qui ont subi une hystérectomie n'ont plus de règles, mais produisent tout de même des ovules, qui sont évacués chaque mois. Sans règles. Hein, les mecs, on apprend des trucs. D'ailleurs, je dis que les saignements permettent l'évacuation de l'endomètre, mais en réalité, il manque un élément. Oui, parce que vous vous êtes peut-être jamais posé la question, mais pourquoi est-ce que le sang des règles coagule pas? Figurez-vous que le sang est mélangé à un liquide qui filtre la paroi de l'utérus, et ce mélange empêche le sang de coaguler. Ah non, mais c'est une machine hyper complexe, hein. Et je suis désolé, mais chaque fois que je m'intéresse à un sujet anatomique, je suis forcé de constater que putain, c'est quand même super bien foutu. Bon, maintenant qu'on sait à peu près ce qu'est le cycle menstruel, qu'on comprend un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui provoque tout ça? Je veux dire, qu'est-ce qui fait que, non seulement à un moment, mais régulièrement, le corps va se mettre à fabriquer de l'endomètre, puis le faire s'assécher et le faire tomber, puis recommencer. Alors, principalement, ce sont les hormones, et on va pas rentrer dans le détail, parce que sinon, on y est encore demain. Bon, ok, on rentre dans le détail, mais vite, hein. En gros, il y a 4 hormones qui vont nous intéresser. D'une part, les œstrogènes et les progestérones, qui sont produites dans les ovaires, cycliquement, au rythme du cycle menstruel, hein, je veux dire, sans grande surprise. Et d'autre part, les hormones folliculostimulantes, FSH, et les hormones lutéinisantes, ou LH, qui, elles, sont produites par le cerveau. Bon, les œstrogènes, normalement, vous en avez déjà entendu parler. Ce sont les hormones qui sont notamment responsables du développement des organes féminins pendant la puberté. Poitrine, développement du vagin, etc. Mais elles participent également à la féminisation de la voix, à la qualité de la peau et des cheveux, et à la répartition des graisses sur les hanches et sur les cuisses, et sans doute tout un tas d'autres trucs. En un mot commençant, s'il y a une hormone qui est vraiment l'hormone des femmes, c'est l'œstrogène. La progestérone, on l'a dit, hein, elle est fabriquée par les ovaires, mais après l'ovulation. Et l'ovulation, évidemment, c'est le moment où l'ovule est libéré par l'ovaire. Le but de la progestérone, c'est de faciliter l'implantation de l'ovule dans l'utérus et d'assurer le bon déroulement de la grossesse à venir, s'il y a grossesse. L'hormone folliculostimulante, maintenant, donc la FSH. Et alors, je sais que c'est un peu long, mais accrochez-vous. Parce que vous allez voir à quel point tout fonctionne parfaitement ensemble, comment tout s'imbrique, c'est ouf. La FSH donc est produite par le cerveau, précisément par l'hypothalamus, et c'est une hormone qui va cibler les gonades. Alors vous avez peut-être pas l'habitude de l'entendre dans ce contexte-là, mais les gonades, ce sont les organes qui sont destinés à la reproduction. Et chez les mammifères, ils existent par paires. Chez les mâles, c'est les testicules. Ça, on a l'habitude, les gonades. Chez les mâles, c'est les testicules. Chez les femelles, c'est les ovaires. Dans les deux cas, ça s'appelle les gonades. Déjà, il y a un truc qu'on peut noter, et ce sera également le cas de l'hormone lutéinisante. Les hormones qui sont liées à la reproduction, mais qui ne dépendent pas du sexe de l'individu, sont produites dans le cerveau. Et ce sont les mêmes hormones pour les hommes et pour les femmes. FSH et LH. Tandis que celles qui dépendent du sexe, sont produites dans les gonades. Et je trouve ça super bien foutu. Vous pourrez me dire que c'est parfaitement normal. Peut-être que c'est normal, mais je trouve que... l'évolution, c'est beau, bordel. Et oui, c'est un beau bordel. Oui. Chez l'homme, par exemple, la FSH facilite la spermatogénèse, la fabrication de spermatozoïdes. Mais on s'en branle parce que c'est absolument pas le sujet. Sans mauvais jeu de mots. Chez les femmes, la FSH, donc, hormone folliculostimulante, a pour objet de stimuler les follicules ovariens. Dans un ovaire, un follicule, donc un follicule ovarien, c'est un petit sac qui contient du liquide et un ovule qui n'est pas encore arrivé à maturité. Donc le rôle de la FSH, c'est de permettre à cet ovule d'atteindre la maturité. En outre, la FSH va dire aux ovaires de fabriquer des œstrogènes, qui vont permettre d'épaissir l'endomètre. Enfin, la FSH a pour effet de fragiliser la paroi de l'ovaire. Ce qui fait que quand l'ovule est libéré, il peut facilement sortir de l'ovaire. Et ça, c'est l'ovulation, comme on l'a dit. À partir de là, l'ovaire va fabriquer de la progestérone. Et l'hormone lutéinisante, ça sert à quoi? Bon, comme la FSH, la LH est produite par le cerveau et vise les gonades.
chez les femmes et chez les hommes. Et chez les hommes, elle sert à dire aux gonades de produire de la testostérone. Chez les femmes, son rôle est véritablement de déclencher l'ovulation. Dans le cycle, il y a un pic de production de LH et 36 à 48 heures plus tard, boum, ovulation. Elle participe avec FSH à la maturation folliculaire et à la transformation du follicule rompu en corps jaune. Stop. Alors, avant qu'on rentre dans des détails tout ça, vite fait, expliquer ce que c'est que le corps jaune, parce que c'est important pour bien comprendre le cycle ovarien. Mais après, promis, on en revient à l'endométriose, hein, puisque c'est ça le sujet normalement de la vidéo. Ok. Le follicule ovarien, donc on l'a vu, c'est un petit sac avec du liquide dedans qui contient un ovule pas arrivé à maturité. Puis quand l'ovule arrive à maturité, le sac s'ouvre et l'ovule sort. Sauf que ce petit sac après, il se referme et devient ce qu'on appelle un corps jaune. Et c'est lui qui va produire la progestérone. Et donc, le cycle menstruel peut être résumé ainsi. Et notez qu'il y a plusieurs façons d'appeler les différentes phases selon qu'on se place du point de vue de l'ovaire ou de l'utérus. Mais c'est pas très important pour ce que nous on raconte. Avant l'ovulation, on parle de la phase folliculaire, ce qui est assez logique, hein, voilà, on a bien compris, c'était la maturation du follicule ovarien jusqu'à l'ovulation. Et après l'ovulation, on parle de phase lutéale. C'est la phase avec le corps jaune qui dure environ 14 jours. Et alors, un petit dernier pour la route, et celui-là c'est gratos, je vous le glisse comme ça, je vous l'emballe même pas. Vu que l'ovulation provoque la production de progestérone et que la progestérone fait varier la température du corps, ça explique en partie pourquoi une des méthodes pour déterminer le moment de l'ovulation, c'est la méthode dite des températures. C'est une prise de mesure de la température interne du corps. Voilà, je rentre pas plus dans le détail, je pense que on a suffisamment ce qu'il faut en termes de détails, là. Waouh, ok, bon, c'était dense, et encore, on en a pas vraiment fait le tour, hein, mais bon, on a vu l'essentiel, et donc on comprend que le cycle menstruel est rythmé par de belles variations hormonales. Et donc également des changements physiologiques, auxquels il faut ajouter la fatigue, due au fait que, y a quand même des tissus qui étaient irrigués qui sont en train de se faire la malle. Autrement dit, pardon, mais une hémorragie que le corps doit soigner, alors que, en plus, il l'a fait il y a un mois, et qu'il va devoir recommencer dans un mois. Et du coup, c'est ça qui fait mal? C'est des morceaux qui se barrent? Alors, non, vraisemblablement pas. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de nocicepteur, donc de récepteur nerveux de la douleur, dans l'endomètre. Cela étant, parmi toutes les substances qui sont évacuées pendant les règles, on trouve également des prostaglandines, qui sont produites par l'utérus. Ce sont des substances inflammatoires dont le but est de provoquer la contraction de l'utérus pour faciliter l'évacuation de la muqueuse. Contraction d'autant plus facile que je rappelle que l'utérus est essentiellement un muscle. Et normalement, vous savez que quand vous contractez trop fort ou trop souvent un muscle, ça peut provoquer des crampes, mais en plus, là, en l'occurrence, ça comprime tous les petits vaisseaux qui passent par là, ce qui veut dire de l'hypoxie. Les vaisseaux sont comprimés, l'oxygène arrive plus à passer, hypoxie. Et donc, douleur. Ouais, alors, pardon, mais j'ai un peu de mal avec ton explication, et ce pour au moins 2 raisons. La première, c'est que j'ai déjà eu des crampes, voilà, et normalement, quand j'ai une crampe, je sais quoi faire pour la faire. J'ai une crampe au mollet, je sais quoi faire, quel mouvement faire pour faire passer cette crampe. Et puis ensuite, encore une fois, quand j'ai une crampe au mollet, ça fait mal au mollet. Donc normalement, avec ton explication, ça devrait juste faire mal à l'utérus, et pas à tout le bide. Ok, alors, premièrement, la partie musculaire de l'utérus est constituée de muscles lisses. Et alors, on va rentrer dans le détail par la suite, mais ce qu'on peut d'ores et déjà en dire, histoire de pas perdre le fil, c'est que voilà, un muscle lisse, ça ne se contracte pas volontairement. La contraction est involontaire. C'est des muscles que tu ne peux ni décider de contracter, ni décider de relâcher. Deuxièmement, les prostaglandines qui sont sécrétées par l'utérus et qui provoquent l'inflammation, elles restent pas gentiment, tranquillement dans l'utérus. Elles passent dans le sang et puis elles se promènent un peu partout dans le corps. Et alors, sur les organes qui n'y sont pas sensibles, ça fait rien du tout. Mais sur d'autres muscles lisses, comme par exemple les muscles de l'intestin, inflammation, pareil. Ah! Et donc ça... 2 secondes. J'ai dit qu'on allait détailler un peu les muscles, alors on fait ça maintenant, comme ça c'est fait. Dans notre corps, on a 2 types de muscles. Les muscles lisses et les muscles striés. Et les muscles striés, il en existe 3 types. Les muscles striés squelettiques, les muscles striés à insertion conjonctive, et le muscle strié cardiaque. Oui, le cardiaque est sa propre catégorie. Dans 99% des cas du quotidien, quand on parle de muscles, en réalité on parle de muscles striés squelettiques. Les biceps, les triceps, le grand dorsal, les ischios, les quadriceps,
Tous ces muscles-là, ce sont des muscles striés squelettiques. Comme leur nom l'indique, ils sont directement liés au squelette. En fait, ce sont les muscles qui nous permettent de bouger. Hein, tout ça, là, tout ce qui me permet de faire ça, ce sont des muscles striés squelettiques. Pas que bouger, hein, bouger, attraper, marcher, courir, sauter, relâcher, etc. Et leur contraction est volontaire. Vous voulez contracter ou bouger un muscle, le système nerveux central envoie le message jusqu'au muscle correspondant pour qu'il se contracte. Bon, vite fait, le muscle cardiaque, c'est un cas à part. C'est un muscle dont la contraction est involontaire, et c'est heureux. Vous ne décidez pas de faire battre ou non votre cœur. Votre cœur a son propre système de neurones pour le faire battre. Enfin, les muscles striés à insertion conjonctive, c'est un cas à part dont on va pas se préoccuper dans cet épisode, c'est pas le propos. C'est généralement leur contraction est mixte, c'est-à-dire c'est des muscles qui peuvent se contracter involontairement, mais qu'on peut aussi décider de contracter volontairement. Un bon exemple, pour que vous compreniez à quel point on n'en a rien à battre dans cet épisode, c'est le sphincter urétral. Mais donc, tout ça nous amène aux muscles lisses. Les muscles lisses dont la contraction est involontaire. Vous ne choisissez pas de contracter ou relâcher ces muscles. C'est le système nerveux autonome et le système endocrinien qui s'en occupent. À votre place. Pour vous. C'est pas à votre place, ils font partie de vous, mais enfin, vous avez compris. Un exemple qui parlera sans doute à beaucoup plus de monde que de parler d'utérus, puisque là, ça va concerner absolument tout le monde, c'est les muscles de l'intestin. Vous ne contrôlez pas vos mouvements intestinaux. Ce qui fait que quand vous avez une crampe de l'intestin, bah c'est chiant en fait. Vous pouvez pas juste étirer le muscle ou je ne sais quoi. Donc, on disait, il y a deux raisons qui font que les douleurs des règles sont chiantes et pas simplement localisées à l'utérus. D'une part, muscle lisse, hein, donc voilà, donc on maîtrise pas, si à un moment donné ça fait une crampe, c'est comme ça. Et d'autre part, les prostaglandines, qui donc se promènent, éventuellement, jusqu'à aller enflammer un autre muscle lisse. Par exemple, aller enflammer les muscles de l'intestin. Et y provoquer des contractions. Et donc altérer le transit. J'ajoute, parce qu'on n'en avait pas encore parlé jusque-là, que la progestérone relaxe les muscles intestinaux. Sauf que là, la progestérone, il n'y en a plus. Donc vous ajoutez ça encore. Voilà, donc ballonnement, crampe intestinale, constipation ou diarrhée. Hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Voilà, c'est le type de confort auquel il faut se préparer tous les mois. Et qui, si on n'a pas de bol, se reproduit tous les mois. Après, il y a encore autre chose qui peut provoquer des règles douloureuses. La peau, par exemple, on en a déjà parlé, hein, les épisodes sur les sens, donc l'épisode sur le toucher, on a fait le détail de la peau, hein, le lien est dans la description. La peau peut localiser très précisément l'origine d'une douleur, hein, avec tout un réseau de nocicepteurs. En revanche, à l'intérieur du corps, comment dire, le câble management à l'intérieur du corps, c'est ni fait ni à faire. Genre plusieurs organes profonds peuvent tout à fait partager les mêmes voies nerveuses. Oui. Et ce que ça provoque, c'est ce qu'on appelle une douleur référée. C'est quand l'endroit où vous sentez la douleur est loin du siège de la lésion qui cause la douleur. Un exemple super classique de ça, c'est les douleurs en bas du dos, au niveau des lombaires. Il y a tellement de voies nerveuses qui passent par là, que ça peut quasiment être tout et n'importe quoi, en fait. Une douleur en bas du dos, ça peut venir d'un trouble digestif, d'une infection urinaire, d'une inflammation pelvienne, ou encore, par exemple, hein, pourquoi pas, par exemple, du fameux syndrome prémenstruel douloureux. Quand le cerveau reçoit simplement le message « Ah putain, ça fait mal !» et que il voit pas d'où ça vient précisément, il sait pas que ça vient de l'utérus, il sait globalement dire que ça vient de, par là. Voilà, donc lui, il se dit « Ok, ça vient de... » quelque part là, à l'intérieur. Voilà, donc il décrète que c'est toute cette zone qui fait mal. Voilà. L'utérus, le bas-ventre, l'intestin, le dos, le haut des cuisses, YOLO. Ah, et il y a aussi... Quoi d'autre encore? Putain, mais ça finit jamais cette histoire. À ce compte-là, on s'occupe jamais de mon doigt, là. Il y a aussi d'autres trucs, mais on va commencer par les plus classiques. Déjà, l'utérus est, mine de rien, encerclé par la vessie, les intestins et le péritoine. Donc, quand l'utérus se contracte, etc., tire ou se gonfle, il tire sur tout ce qui tire, il pousse sur tout ce qu'il y a autour. Hein. Donc, nouvelle gêne, nouvelle douleur. Et alors juste, bien sûr, ce dont je parle, tout ce dont je parle, c'est variable d'une femme à une autre. Il y a des femmes qui ont leurs règles pendant des dizaines d'années, ultra bien réglées, tous les 28 jours, tac, tac, sans jamais la moindre gêne, le moindre « oh là, je suis pas très bien », genre rien, tout est nickel, ça passe crème. Et il y en a d'autres qui sont
pliés en deux à pleurer au fond de leur lit 1 semaine sur 4. Tous les mois. Sauf que du fait même du fonctionnement du cycle menstruel et de tout ce qu'on vient de voir, en fait, bah, la médecine a longtemps considéré que les gènes et les douleurs, bah, en fait, c'est normal, quoi. J'ajoute, hein, même si c'est absolument pas le sujet, que, voilà, vous savez, dans la Genèse, hein, c'est marqué, Ève, quand elle a croqué la pomme, voilà, Dieu, pour la punir, il lui a dit, tu enfanteras dans la douleur. Et donc, c'est très chrétien, cette notion de la sexualité, c'est le péché originel, donc c'est un peu normal d'en souffrir. Donc avant même la médecine moderne, ça faisait déjà des siècles qu'on se disait, oui, bah voilà, voilà, c'est comme ça. Mais bon, vous comprenez bien que c'est pas le sujet. Donc voilà, la médecine considérait que, bah, c'est normal, quoi. Surtout qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que en médecine, la douleur, c'est un truc qui est pas facilement quantifiable. Alors, quand c'est à l'extérieur du corps, encore ça va, je veux dire, si vous vous êtes ouvert l'avant-bras avec une scie sauteuse et que vous allez voir votre médecin en pissant le sang en disant « Docteur, j'ai mal », il va regarder votre bras et va dire « Je comprends que vous ayez mal, je comprends pourquoi vous avez mal, et je sais même dire où vous avez mal. » Mais quand la douleur est à l'intérieur, je veux dire, pour le grand public, comme pour une partie des médecins qui sont pas spécifiquement formés à ça, avoir plus mal que sa voisine quand on a ses règles, bah c'est la faute à pas de bol en fait, mais c'est la vie. Ou alors, madame, tout simplement, je sais pas pourquoi je prends cet accent, mais bon voilà, c'est ça qui vient, simplement peut-être que vous êtes un petit peu plus douillette que les autres, alors voilà, donc vous allez prendre un space-fond, une tisane, et puis vous savez quoi, faites un enfant, ça ira mieux. Et ça marche. Alors, dans l'ordre, pas vraiment, pourquoi pas, et oui, mais le space-fond est prescrit en France comme un antispasmodique et est censé limiter les contractions utérines, et donc les douleurs de règles. Bon, bah, c'est déjà ça, alors. Alors, pas vraiment, parce que d'après la chercheuse Juliette Ferry-Danini, qui s'appuie sur des travaux antérieurs, hein, le space-fond n'a juste pas d'effet sur les douleurs gynéco-obstétriques. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'essai clinique pour savoir si ça marchait ou pas spécifiquement sur les douleurs des règles. Donc, il y a un monde dans lequel c'est juste un placebo, mais très sincèrement, mesdames, si ça marche, allez-y. La tisane ensuite, bon bah écoutez, si ça peut vous relaxer, ça peut vous aider avec la douleur. Nonobstant le fait que ça va remplir votre vessie, il y a quand même moyen que ça marche mieux que le space-fond. Enfin, faire un enfant, ben en fait oui, c'est assez pertinent. Il a été constaté chez les femmes qui se plaignaient de douleurs de règles, bah, une baisse de ces douleurs après une première grossesse. Bon bah c'est pas mal ça du coup. Alors oui et non, hein. Déjà si les douleurs apparaissent aux premières règles, c'est-à-dire vers 12-13 ans, pardon mais c'est peut-être un poil jeune pour faire un enfant, et puis toutes les femmes n'ont pas nécessairement envie d'avoir un enfant. Ou même simplement d'avoir un enfant pour juste avoir des règles moins douloureuses. Et donc, nous y voilà. Ça fait environ 25 minutes que l'épisode a commencé. Tout ça là pour en arriver à ce point-là, à savoir, les règles douloureuses, jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était pas vraiment un sujet. Il y a quelques médecins ou quelques philosophes qui ont constaté que certaines femmes semblaient souffrir plus que d'autres, mais en gros c'est tout. Au 19e siècle, ces femmes seront diagnostiquées hystériques, c'était le terme médical de l'époque, qui veut pas dire la même chose qu'aujourd'hui quand on dit à quelqu'un « ouais, t'es hystérique ». Hystérique, ça vient de hystéria qui signifie matrice, raison pour laquelle l'hystérie était originellement une pathologie strictement féminine. Raison également pour laquelle l'ablation de l'utérus, ça s'appelle hystérectomie. Donc, 19e siècle, diagnostiqué hystérique, et fin des années 1800, les kystes endométriotiques sont déjà observés. Et il faudra attendre 1925, soit il y a à peine plus d'un siècle, pour que le gynécologue américain John Sampson utilise pour la première fois le terme endométriose. Petit point sur la nomenclature médicale. Quand vous avez le suffixe « it » à la fin d'une pathologie, c'est pour dire inflammation. Otite, sinusite, arthrite. Quand le suffixe c'est « ose », ça signifie simplement un état. C'est un état non inflammatoire, comme arthrose, cirrhose, sarcoïdose, endométriose. 2 ans plus tard, John Sampson présente ses travaux à l'American Gynecological Society. Il est le premier à décrire complètement la maladie et à supposer qu'elle est due à des débris de tissu endométrial qui, au lieu d'être évacués avec les règles, remonteraient
par les trompes de Fallope. Ah, ça fait bien un comportement de Fallope! Remonterait donc par les trompes de Fallope et serait ensuite disséminé et fixé un peu partout dans le bassin. Le problème, vous l'aurez compris, c'est que à chaque cycle, il n'y a pas que la paroi utérine qui s'épaissit. Tous ces débris qui se sont fixés à droite à gauche, eux aussi, ils vont s'épaissir et se vasculariser. Et comme l'endomètre, ce sont des amas de cellules qui vont donc s'épaissir, etc., puis qui, en fin de cycle, vont s'assécher, vont commencer à se disloquer, mais pas tout à fait, qui vont pas être évacués exactement comme les règles, hein, voilà. Et donc, ça va créer du tissu cicatriciel, ça va créer des adhérences. Également, comme pour l'endomètre, hein, je l'ai dit, c'est des tissus qui se vascularisent, sauf que là, quand ça part en morceaux, bah, pour évacuer le sang, bonjour, c'est pas la même histoire, hein. Ces amas de cellules peuvent se retrouver sur les ovaires, sur le péritoine, mais également sur la vessie, l'intestin, ça peut même aller jusqu'au poumon. Ah ouais, donc c'est quand même vénère comme pathologie. Ah mais c'est hyper vénère comme pathologie. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous larguer un petit fun fact. Attends, on n'avait pas établi que tu savais pas ce que c'était qu'un fun fact? Imaginez une femme qui n'a pas d'endométriose. Pour elle, chaque mois, ça s'évacue bien, tout se passe bien. Mais, à sa première grossesse, elle accouche par césarienne. Puisque la césarienne consiste à ouvrir l'utérus pour sortir le bébé, chirurgicalement, donc vous comprenez bien qu'on abîme l'endomètre. Et ben, à cette occasion, des cellules peuvent partir en balade pour aller se fixer quelque part dans l'abdomen et provoquer par la suite de l'endométriose. Oui, donc je confirme, tu ne sais absolument pas ce que c'est qu'un fun fact. Bon, concrètement, physiologiquement, ça ressemble à quoi cette histoire? Une fois fixés à de nouveaux tissus, les amas de cellules endométriales s'y intègrent et se multiplient, ce qui crée des kystes et du tissu cicatriciel. En gros, ça fait des cicatrices plus ou moins enflammées les unes sur les autres, d'où des douleurs, parce que au lieu que ce soit simplement l'endomètre utérin qui réagit à chaque cycle, ce sont tous ces kystes et tous ces amas de cellules qui réagissent en même temps à chaque cycle. Et alors, pour illustrer et expliquer tout ça, on va utiliser le filtre que tout le monde connaît quand on parle de règles. Le sang bleu. Là, ce que vous avez ici, c'est un exemple d'endométriose péritonéale superficielle, donc qui reste en surface. Mais là, vous avez sa cousine infiltrante profonde, qui se développe dans les tissus et dans les muscles. Et là, pardon, mais on voit bien que les machins sont incrustés, hein. Je veux dire, c'est pas des petites merdouilles qui traînent à droite à gauche, hein. Et je rappelle qu'à chaque cycle, ces machins-là vont s'épaissir. On a aussi la variante qui répond au doux nom de kyste de chocolat, à cause de sa couleur marronasse de vieux sang menstruel qui la remplit sans pouvoir la quitter. Et alors je me rends bien compte que là, marronasse, on se rend pas compte, voilà. Mais c'est à cause du filtre bleu. Enfin là, vous avez du tissu adipeux de paroi abdominale. Du gras de bide, littéralement. En jaune, vous avez les graisses. En blanc, vous avez des bandes fibreuses créées par les lésions et cicatrisations répétées. Et enfin, en rouge, ou en bleu, je sais pas quelle version je vais mettre encore, donc en rouge ou en bleu, ce sont les kystes plus classiques. Et si vous ajoutez à ça le fait qu'à chaque cycle, ces machins-là s'épaississent, puis se disloquent plus ou moins, s'enflamment, etc., bah on comprend mieux d'où vient la douleur, voilà. Ça vient pas d'un seul point. C'est toute une zone, voire plusieurs zones. Ah, évidemment, je l'ai pas dit, parce que ça va sans dire, hein, ces différentes formes ne s'excluent pas les unes les autres, hein. Une femme peut avoir de l'endométriose superficielle à un endroit, profonde à un autre, avec des kystes encore ailleurs. Et maintenant, pour en venir au diagnostic. Oui, parce que maintenant qu'on sait que cette maladie existe, il est temps d'être capable de la diagnostiquer correctement. Pour en venir au diagnostic, c'est une pathologie qui n'est pas évidente du tout. Mis à part la douleur ressentie, qui est plus forte que chez sa voisine. Il n'y a pas de signe extérieur d'endométriose. Les symptômes ressemblent à des symptômes de règles douloureuses. J'ajoute, parce que c'est important, que la douleur elle-même n'est pas liée à l'étendue anatomique de la pathologie. Autrement dit, une patiente peut avoir plein de kystes et quasiment aucune douleur, tandis qu'une autre aura juste un amas de cellules mal placé et va douiller sa grand-mère. Ajoutez à ça que, comme on l'a dit, les nerfs à l'intérieur du corps, ça peut vite être n'importe quoi. C'est pas facile à localiser du tout. Mais il y a rien à localiser, c'est bon, c'est dans leur tête, on l'a dit, ça va. Des fois on a mal, c'est comme ça. C'est bon, on va pas faire un épilogue là-dessus non plus, merde. Et jamais on s'occupe de mon doigt, parce que moi j'ai vraiment peur que ça s'infecte, là. Alors déjà, premier truc à faire, comme à chaque fois qu'on a un soupçon de pathologie, il faut aller parler à un médecin. Il y a beaucoup trop de femmes qui ont simplement intégré le fait que, ouais, les règles, ça fait mal,
et qui du coup ne vont simplement pas voir un médecin. Alors que, pardon, mais non. La douleur, ça se traite. On n'arrive peut-être pas toujours à la traiter, mais la douleur, c'est quelque chose qui se traite. Une fois chez le médecin, alors on passe par des questionnaires, un examen clinique, un examen gynécologique, si besoin, une échographie pour essayer de détecter les endométrioses profondes. Et si jamais ça suffit pas, il peut y avoir recours à une IRM. Alors, petite parenthèse juste pour vous dire, voilà, en préparant le sujet, Guillaume, qui a fait toutes les recherches de cet épisode, voilà, il a trouvé un truc qui peut être un signal d'alerte, voilà, qui est, en tout cas, à minima, c'est un indice possible d'endométriose. C'est pas nécessaire ou suffisant, mais voilà, c'est là. C'est les symptômes en D, hein, dyspareunie, dysurie et d'ischémie. Voilà. Donc, si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes... Mais tu te fous de nous, là, ou quoi? Mais explique-nous immédiatement de quoi il retourne, s'il te plaît, on n'est pas tout bib. Ok. Dyspareunie, c'est douleur pendant les rapports sexuels. Dysurie, c'est douleur pendant le pipi, et d'ischémie, douleur pendant le caca. C'est bon? Ok, merci. Voilà, donc si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes, et que c'est clairement lié à votre cycle, parlez-en à votre médecin ou à votre gynéco. Alors, je répète, ici, on n'a pas la science infuse, hein, on va pas vous diagnostiquer, pas du tout compétent pour ça, mais à minima, si vous avez ça, c'est pas tout à fait normal et vous ne perdez rien à en parler à votre médecin. Maintenant, même après toutes ces étapes, questionnaire, examen, échographie, IRM, il arrive que parfois l'endométriose superficielle, elle est tout de même pas détectée. Dans ce cas-là, les médecins vont tenter de confirmer le diagnostic avec ce qu'on appelle un traitement d'épreuve. C'est-à-dire qu'ils vous prescrivent le traitement comme s'ils savaient que vous l'avez. Et si ça marche et que ça va mieux, ça veut quand même dire qu'il y a de fortes chances que vous l'ayez. En pratique, ça peut être un traitement hormonal qui est assez proche, y compris en termes d'effets secondaires, de la pilule contraceptive. Ça, on va y revenir. Sinon, ça peut être tout bêtement un traitement à base d'antalgique. Et je rappelle que ce que je vous raconte là, c'est ni une prescription, ni un avis médical, hein. Je me contente de vous dire des généralités. Je vais dire, putain, mais parlez à votre médecin, en fait. Antalgique, donc type ibuprofène ou kétoprofène, enfin des anti-inflammatoires, quoi. Mais ça peut aller jusqu'à la codéine ou des opioïdes. Oui. Je veux dire, on n'est pas sur des petits bobos, là, hein. Moi non plus, putain. Ensuite, en dernier recours, il y a la chirurgie exploratoire. Et la chirurgie exploratoire, du coup, c'est un truc qui porte bien son nom. Là, on va vous faire une petite incision et on va aller regarder soi-même à l'aide d'une laparoscopie. Petite incision dans l'abdomen et on place un endoscope, une caméra, voilà, pour faire simple, une caméra. Et en cas de doute, on effectue avec une petite pince chirurgicale, on effectue des biopsies. D'ailleurs, selon ce à quoi on est confronté à ce moment-là, durant cette intervention, on peut être amené directement à aller retirer une implantation d'endométriose. Bon. Outre les trucs dont on a déjà parlé pour atténuer les douleurs de règles, il y a quelques petits trucs en plus en cas d'endométriose. Je dis ça au cas où il y en aurait encore 2 ou 3 parmi vous qui pensent que l'endométriose, c'est juste des douleurs de règles un peu énervées. Déjà, un truc tout con, c'est, par exemple, pour faire un enfant, traditionnellement, il faut faire du sexe. Et si vos rapports sexuels sont douloureux sa mère, ça peut être gênant dans le processus de conception d'un enfant. Ah, et je l'ai pas dit, mais il faut aussi ajouter le fait que cette pathologie est un facteur d'infertilité. Enfin, pour l'endométriose comme pour les règles d'ailleurs, une grossesse peut augmenter les douleurs pendant le premier trimestre. Sur le reste de la grossesse, oui, avec le cycle hormonal change complètement, donc là, les douleurs s'atténuent. Mais après la grossesse, pour le coup, en cas d'endométriose, comme les lésions sont toujours là, les douleurs reviendront avec les cycles menstruels qui reviennent. Hein. J'ajoute, au cas où ce serait pas clair pour certains, et oui, là je dis bien certains et pas certaines, j'ajoute que placé au milieu d'un abdomen déjà enflammé et hyper douloureux, un bébé de 3 kilos avec 1 litre de liquide amniotique et environ 500 grammes de placenta, ça demande un suivi gynécologique de grossesse pour s'assurer que tout se passe bien. Enfin, heureusement, et oui, c'est une petite bonne nouvelle au milieu de toute cette merde, l'endométriose n'augmente pas le risque de grossesse à problème. Ou alors, vraiment, de façon très très marginale. Donc, une grossesse en cas d'endométriose, c'est pas exclu. Super, on a fait le tour maintenant, c'est bon? On peut s'occuper de mon doigt ou je lui dis adieu tout de suite? Parce que là, en fait, j'ai pris des chips, et avec le sel,
Alors, si on veut être complet, il faut aussi qu'on parle un petit peu d'adénomiose. Comme quoi, mais je l'avais dit, on les laisse chouiner 5 minutes et ça n'en finit plus jamais. L'adénomiose, c'est un petit peu la cousine un peu moins moche de l'endométriose. Et alors, pour bien comprendre ça, il va falloir qu'on vienne un tout petit peu sur la physionomie de l'utérus. L'utérus est constitué donc de 3 couches musculaires qui, ensemble, s'appellent le myomètre. Et puis, à l'intérieur, c'est tapissé par un truc qui s'appelle l'endomètre. Et là où l'endométriose, c'est des morceaux d'endomètre qui vont aller se caler un peu partout où ils veulent, dans l'abdomen, qui vont se promener, quoi. L'adénomiose, c'est des morceaux d'endomètre qui vont aller se caler directement à l'intérieur du myomètre. Et ce, de 3 façons différentes. De façon diffuse, avec des amas un petit peu partout dans le muscle, de façon focale, avec juste quelques foyers bien localisés, ou encore de façon externe. Alors là, c'est les morceaux d'endomètre, ils font le tour, voilà, ils font le tour de l'utérus pour passer à l'extérieur, et ils vont se fixer à l'extérieur, mais de la paroi de l'utérus. On se retrouve donc avec un muscle qui contient des microkystes qui, je le rappelle, grossissent selon les phases du cycle. Muscle qui, je le rappelle, est censé à un moment donné se contracter pour évacuer les morceaux. Et donc il est censé se contracter alors qu'il contient désormais des masses plus ou moins grosses, qui, elles, sont pas musculaires et ont pas du tout l'intention de se contracter. Et alors, avec le corps humain, faut savoir un truc qui est relativement simple. Voilà, c'est que quand il y a un machin qui se trouve à un endroit où il devrait pas être, ça fait une inflammation. Alors, initialement, la médecine pensait que l'adénomiose, c'était une pathologie assez courante chez les femmes à partir de 40 ans, voilà. Ça vient avec le vieillissement de l'utérus. Donc, vous avez compris, c'est normal. Donc, désolé, pas de bol, spasfon tisane, et puis à la ménopause, ça ira mieux. Sauf que c'est un truc qui a été observé, y compris chez des jeunes femmes, et qui donc depuis est classé comme une forme d'endométriose. Notez que l'adénomiose est un facteur d'infertilité, puisqu'elle provoque des inflammations à l'intérieur même de l'utérus, ce qui peut gêner l'implantation d'un ovule fécondé. Ok, donc c'est la même chose, merci d'en avoir parlé. Est-ce qu'on peut s'occuper de mon doigt avant que je perde le bras, parce que j'ai vraiment l'impression que ça se nécrose. L'adénomiose peut toucher absolument toutes les femmes, toutefois. Elle semble plus souvent toucher les femmes qui ont eu plusieurs enfants. Et alors, en plus de douleurs classiques de l'endométriose, l'adénomiose provoque plus de douleurs liées au cycle menstruel, des saignements plus abondants lors des règles, ainsi que des, alors c'est un mot que je connaissais pas, ainsi que des métroragies. C'est-à-dire des saignements en dehors des périodes des règles. Je vous l'affiche, le mot, comme ça vous connaissez. La métroragie, c'est les saignements en dehors des périodes des règles, et ménorragie, c'est saignements abondants pendant les règles. Smarter everyday. D'ailleurs, ces deux derniers points, métroragie, ménorragie, sont souvent un indice d'adénomiose. Ou pas. Oui ou pas, parce que dans un tiers des cas environ, il y a tout simplement pas de symptômes. Adénomiose, mais pas de symptômes. Tant mieux, hein. Bon, s'il n'y a pas de symptômes, on s'encarre et on s'occupe de mon doigt. S'il vous plaît. Pour le diagnostic, là, c'est principalement les techniques d'imagerie, donc échographie et IRM. À noter, et notez-le, c'est important, il existe depuis 2025 un test salivaire pour dépister l'endométriose et l'adénomiose. Alors, c'est pas encore approuvé à 100%, donc c'est pas encore complètement sur le marché. Voilà, pour l'instant, ça reste réservé à des cas précis. Mais il afficherait un taux de fiabilité de 96%. Je voudrais juste rappeler qu'on est la même personne, hein. Si je crève, vous crevez. Et pour les soins alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, on n'est pas certain des causes de ces pathologies, hein. On sait que la génétique joue un rôle important pour ce qui concerne l'héritabilité, hein. Et on sait que des dizaines de zones du génome sont impliquées. Là, au moment où je tourne, donc on est mi-2026, on a autour d'une 50aine de régions du génome qui sont concernées. Avec des régions qui impliquent les hormones sexuelles, évidemment, ou l'inflammation, ou la croissance cellulaire, ou encore d'autres sujets. L'environnement semble également jouer un rôle et les chercheurs soupçonnent très très fort certains perturbateurs endocriniens de faciliter le phénomène. Les statistiques montrent que les femmes qui ont un faible IMC, indice de masse corporelle, les femmes qui ont un faible IMC ont plus de risques d'avoir ces pathologies. Et rappelez-vous bien qu'on parle pas ici de causalité, hein. Tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Et bien sûr se pose également la question du système immunitaire qui, pour une raison qu'on ignore, laisse s'implanter des amas cellulaires à des endroits où ils n'ont strictement rien à foutre. Une étude japonaise de 2023 montre que la présence d'une certaine bactérie dans l'utérus, Fusobacterium, c'est son petit nom, voilà. Donc la présence de cette bactérie semble faciliter le déplacement, l'adhésion et la prolifération des cellules de l'endomètre dans l'abdomen. L'étude est toujours en cours, donc on n'a pas de conclusion ferme et définitive sur le sujet. Mais ça a été observé chez 155 femmes, ainsi que in vitro,
et chez des souris. Donc s'il s'avère que cette bactérie provoque ou cause d'une certaine manière l'endométriose, alors un traitement antibiotique pourrait être envisagé. Notez bien que j'utilise le conditionnel. Pour l'instant, on est sûr de rien. Pour rester dans les machins encore en phase de recherche, le CHU de Lyon teste un traitement par ultrasons pour dévitaliser les lésions spécifiques au système digestif. Endométriose sur le système digestif. Mais sinon, ce qui est utilisé aujourd'hui, on en a déjà parlé, c'est un traitement hormonal pour supprimer les règles. Et donc, par voie de conséquence, de supprimer la réaction des kystes aux hormones qui sont concernés. Si je reprends l'analogie de la fête du village, bon ben, si vous n'organisez pas de fête, vous n'allez pas avoir de squatter qui va aller en scred, aller squatter une pioule au 2e étage. Voilà, et ça reste palliatif. Donc oui, ça atténue les douleurs, ça stabilise les lésions, ça les fait pas disparaître, mais ça atténue les douleurs. Et vous savez quoi? Ben, c'est déjà pas mal. Et si c'est inefficace ou simplement insuffisant, on peut passer à la chirurgie pour aller, chirurgicalement, retirer les kystes et les lésions. Et quand on peut faire ça, eh ben, figurez-vous que ça marche très bien. Sauf que si vous soignez le symptôme et pas la cause, bah ok, vous les avez enlevés, donc ça va mieux. Mais si les cellules dans l'endomètre ont réussi à se barrer une fois et à aller se fixer ailleurs, elles peuvent le refaire par la suite. Mais sincèrement, si ça permet de s'acheter quelques années de sérénité, franchement, je ne vais pas vous juger. Cela étant, parfois, on peut tout simplement pas opérer. Soit c'est trop nombreux, soit c'est à des endroits qui sont inaccessibles ou où c'est risqué d'un point de vue chirurgical. Par exemple, enlever de l'endométriose sur la vessie ou sur le système urinaire, bah, ça peut provoquer par la suite des incontinences. Pour l'adénomiose, maintenant, c'est un cas un peu particulier. Comme traitement, bah, il y a l'embolisation des artères utérines, donc on place des petites billes de gel dans les artères pour diminuer le flux sanguin, et donc l'intensité du saignement hors des règles, donc métrorragie, ou pendant les règles, ménorragie. Et donc on saigne moins, on a toujours mal, mais au moins on saigne moins. Et vous savez quoi? Encore une fois, c'est déjà ça. Ensuite, il y a les traitements hormonaux, mais comme pour l'endométriose, c'est absolument incompatible avec une grossesse. Sur le principe, bah, c'est à base entre autres de progestatifs, donc comme les pilules contraceptives. En plus, comme tous les traitements qui plus est hormonaux, bah, c'est pas anodin, et puis ça peut s'accompagner, selon la molécule choisie, d'effets secondaires plus ou moins chiants. Bouffée de chaleur, ostéoporose, insomnie, saignement irrégulier, prise de poids. Et enfin, en dernier recours, et écoutez bien jusqu'au bout parce que je vous garantis que c'est un peu contre-intuitif, l'hystérectomie, purement et simplement. On vous retire l'utérus. Immédiatement, on le dit et on le répète. Même si c'est absolument évident, je préfère que ce soit dit. L'hystérectomie est absolument incompatible avec le fait d'avoir des enfants. Et de manière définitive. Plus d'utérus égale pas de grossesse. Mais si les enfants, vous en avez déjà eu, ou vous êtes certaine de ne pas vouloir en avoir, en tout cas voilà, si les enfants, c'est pas une question, alors l'hystérectomie, c'est une méthode efficace. Contre l'adénomiose uniquement. Oui, parce que, on l'a vu, l'adénomiose, c'est avoir de l'endométriose sur l'utérus. Donc oui, si on vous enlève l'utérus, plus d'endométriose. Dans le cas de l'adénomiose, enlever l'utérus, c'est enlever la cause de la pathologie, ainsi que tous les foyers de cette pathologie. Mais dans le cas d'endométriose, si vous enlevez l'utérus, vous n'enlevez pas pour autant tous les kystes qui sont placés ça ou là, des kystes d'endométriose. Et attention, parce que hystérectomie, le fait de retirer votre utérus, signifie pas la fin de votre cycle ovarien. Votre cycle ovarien va continuer de tourner. Le cycle hormonal, pareil, vous allez continuer de produire des ovules chaque mois. C'est juste que vous n'avez plus de règles pour vous en convaincre. Mais le cycle hormonal continuant, la phase qui épaissit l'endomètre, va épaissir les kystes, qui eux sont toujours là. Et donc, les douleurs liées à l'endométriose persistent. Sauf à faire une hystérectomie, ainsi que le retrait chirurgical de tous les kystes et les lésions, machin, tout ça, si c'est possible. Tout ça pour dire qu'il n'existe pas aujourd'hui de traitement curatif contre l'endométriose. Aujourd'hui, on se contente, dans la mesure du possible, d'en traiter les symptômes. Et pour conclure, je dirais que, voilà, les douleurs de règles, ou d'endométriose, ou d'adénomiose, ou même quelques types de douleurs que ce soit en vrai, même si j'ai pas trop envie de changer de sujet, donc on va rester sur le sujet des règles, mais gardez ça en tête. Quand une personne vous dit qu'elle a mal, ça ne veut pas dire qu'elle est douillette. Ça veut dire qu'elle a mal. Si vous vous rappelez bien de ma vidéo sur la migraine, c'était une des leçons de ce truc-là. Je veux dire, c'est pas parce que vous pensez que c'est courant que ça veut dire que c'est normal, et c'est pas parce que vous pensez que c'est normal que ça veut dire que c'est anodin. Ouais, bah ça te va bien de donner des leçons, alors que moi,
depuis tout à l'heure, j'en chie comme c'est pas permis, putain. Vous avez sans doute presque tous eu, au moins une fois, mal quelque part, longtemps. Que ce soit le dos, une dent, une articulation. Bref, vous savez que plus ça dure, moins on est bien. Ça touche l'humeur, le stress, la fatigue, le sommeil, etc. Plus la douleur est fréquente et forte, plus ça impacte votre santé, y compris mentale. Essayez maintenant d'ajouter à ça le stress de pouvoir prédire que, bon bah dans 28 jours, rebelote. Les douleurs chroniques qui peuvent nécessiter la prise de codéine, c'est pas juste faire ça fragile, hein. Qui plus est quand ça commence quand vous avez 12 ou 13 ans. C'est une maladie invisible et handicapante. Et il faut apprendre à vivre avec, que ce soit pour les personnes concernées, mais également pour leur entourage. Et c'est encore une fois une maladie devant laquelle on n'est absolument pas tous égaux. Pour certaines, c'est une torture, et pour d'autres, absolument que dalle. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas en conclure que puisque elle, ça lui fait rien, et elle, ça lui fait super mal, elle fait du cinéma, ou elle est douillette, ou machin. Non! Elles ne vivent pas la même maladie. Pour conclure, et je dirais c'est mon conseil principal, si vous avez des douleurs répétées, quelque part, quelle qu'elle soit, allez en parler à un médecin ou à un gynéco dans les cas dont on parle là. Même si vous n'avez pas d'endométriose, ce que je vous souhaite, peut-être que vous avez simplement des règles douloureuses, il existe des traitements pour atténuer ces douleurs. Donc si vous pouvez au moins bénéficier du confort de ne plus avoir mal, profitez-en en fait. Ensuite, le processus de diagnostic étant encore long et compliqué, il y a des associations qui vous aident et qui vous accompagnent dans ce processus. Que vous sachiez. Donc, prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous, mon cul, ouais. Fauderche. Ça va, putain, j'ai compris, viens. Je vais m'en occuper. Ouais, non, mais nique-toi, là, attends, pas le pchit, hein, ça pique sa mère. Bon, merde, alors. Prenez soin de vous, restez curieux, et prenez le temps d'y penser.